savez, nous sommes ici pour réfléchir au XXIe siècle et pour anticiper sur ce que sera le XXIe siècle ou sur ce qu'il devrait être. C'est à peu près la même chose. J'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo que la notion même d'élection ne faisait pas tellement sens. Cette fameuse élection qui est au cœur du système démocratique ne fait pas tellement sens, car elle est en fin de compte un moyen de pallier les insuffisances de la pensée juridique. Il faut dire les choses comme elles sont. Si un système ne fonctionne pas correctement, il faut intervenir. Et l'élection est un moyen d'intervenir. Les procédés qui ont été élaborés d'élection à la fin du XVIIIe siècle, dans le cours du XIXe siècle, ne sont pas des idéaux, ce sont des solutions pour pallier des insuffisances. Du moment où le droit lui-même détermine et est suffisamment pertinent dans ses formulations à une certaine conception de la cyclicité, le fait que des solutions ne sont pas valables une fois pour toutes, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut faire appel aux élections, mais simplement qu'il y a un temps pour faire ceci, un temps pour faire cela. C'est saisonnier, si on peut dire. Si on n'intègre pas la notion de saisonniarité dans le droit, à savoir qu'à certains moments, certaines choses sont préférables, d'autres moments ne sont pas préférables, ça va pas. Mais malheureusement, cette notion de cyclicité du droit, elle est liée à une connaissance de la cyclicité. Et la cyclicité, c'est le cosmique. C'est notre rapport au cosmos. Donc si on n'a pas une maîtrise de notre rapport au cosmos, le droit ne peut pas être à la hauteur de la situation. C'est pour cela que dans mon prochain livre, je parle de cyclicité, parce que tant qu'on n'a pas une élaboration cyclique pertinente, on ne peut pas avoir des discours juridiques, politiques pertinents, et on est obligé d'utiliser des palliatifs comme le sont les élections. Je ne vais pas développer sur ce point, j'ai déjà exprimé ça sur un autre moment, mais il y a des moments où il faut favoriser un processus dictatorial, autocratique, et d'autres moments où il faut favoriser un processus d'assemblée. D'ailleurs, les Grecs l'avaient bien compris, puisqu'ils parlaient du passage d'un régime à un autre. Mais c'était encore très vague. Là, il s'agit d'intégrer cette notion de passage au sein même de la pensée politique, au sein même de la Constitution. Et là, on pourrait vraiment parler d'une 6e République. Ça, c'est certain. Parce que il faut que ce soit totalement révolutionnaire sur ce point. Maintenant, je voudrais parler à nouveau de la question du travail. Parce que là aussi, dans ce domaine-là, il y a des mentalités à changer. On sait très bien qu'on ne peut plus penser, fonctionner avec des schémas mentaux d'hier ou d'avant-hier. Le travail, de plus en plus, sera quelque chose qui ne sera pas a priori, mais a posteriori dans sa sanction financière. On ne paiera pas, les gens au départ auront un revenu universel, comme on dit, et il se sera complété, augmenté, au vu de ce que les personnes auront fait de leur vie, du temps on revient à la notion de civilisation des loisirs, dont on parle beaucoup, et qui doit revenir. On entre dans une civilisation des loisirs, et il faut revenir sur ce terme-là, et considérer, il faut qu'il y ait des personnes qui soient, c'est plus le pôle emploi, il faut qu'il y ait des personnes, toute une population même d'employés, qui s'occupent de qualifier la production des uns et des autres. La production artistique, la production intellectuelle, la production associative, et qui attribuent des sanctions au sens positif du terme, c'est-à-dire qui apporte un revenu supplémentaire à ce revenu de base pour les personnes au regard de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont réalisé. C'est vrai que je parlais d'un salaire, non pas avant terme, mais après terme. Hein, c'est comme si, par exemple, on ne payait pas les gens pour ce qu'ils
on ne payait pas les gens avant qu'on ait vu ce qu'ils donnaient, mais de toute façon, on leur donne, ils ont le droit à un minimum vital, ça c'est certain. Donc c'est, n'est-ce pas, la créativité, l'inventivité serait un élément de complément à un revenu universel. Et ça impliquerait effectivement d'apprécier à sa juste valeur le travail des uns et des autres. Ce ne serait plus le travail dans un esprit, voilà, quelqu'un me demande tel et tel travail, et puis me propose tel et tel salaire. Non, c'est pas ça. La personne doit elle-même, avec l'argent qu'on lui accorde d'emblée, de façon universelle, elle doit elle-même se trouver des activités, et les personnes qui auront trouvé les activités et qui auront exploité au mieux leur loisir, eh bien, elles auront droit à une prime significative. Voilà ce que je propose. Voyez-vous, donc en quelques minutes, j'ai brossé le portrait d'une société très différente de celle que nous avons aujourd'hui, et j'ai ouvert des perspectives qui me paraissent signifiantes. Cela dit, il y a aussi la question de l'appartenance, à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut juger les gens d'après, parce qu'il y a quand même un problème d'éducation, on ne peut pas non plus laisser les gens faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une structure, un encadrement éducatif, mais qui doit être en rapport avec le groupe auquel la personne appartient, et qui doit être géré par le groupe lui-même. On peut appeler ça communautarisme qu'on voudra, peu importe, mais je veux dire que on n'est pas dans une sorte d'espace-temps informel et intemporel, n'est-ce pas? Donc effectivement, quand un enfant naît, ou quand il apparaît, quand quelqu'un apparaît dans une société donnée, il faut le situer, il faut situer à quel groupe il appartient, à quel nous, NOUS, il appartient. Le nous n'est pas le tout. Il y a le nous et le vous. On est dans la dualité, on est dans la pluralité. Le tout, c'est une sorte d'unité complètement aberrante. Et donc, il est nécessaire de former l'enfant, notamment, en rapport avec le groupe auquel il appartient, pour lui permettre de développer les potentialités du groupe, de façon à éviter absolument une sorte de schéma complètement unidimensionnel, où l'on croit que tout est bon pour tout le monde, ce qui est totalement faux. Ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. Est-ce que ça, c'est compris une fois pour toutes? Non, mais c'est fondamental. C'est ça. Les gens croient que ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Non. Personne n'a le droit d'imposer aux autres ce qui est bon pour lui. Ou plus exactement, ce qu'il appelle bon pour lui, ce qui est bon pour le groupe auquel il appartient.